C'était à 3 heures précises du matin, le 18 août 1847, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, l'une des adresses les plus convoitées de Paris. Derrière les grilles monumentales de l'hôtel de Praslin, tout n'était que démesure. Des jardins privés s'étendant jusqu'aux Champs, Élysées, des dizaines de domestiques s'affairant jour et nuit, et des salons dorés conçus pour éblouir l'élite de la monarchie de Juillet. Pourtant, cette nuit-là, l'or et le velours ne furent d'aucun secours. Dans la chambre principale, isolée par des murs épais de 80 cm, la duchesse de Praslin, héritière d'une fortune colossale, ne dormait pas dans la soie, mais gisait dans une mare de sang, le corps mutilé par plus de 30 coups de poignard. Ce qui devait être le sanctuaire inviolable d'une famille parfaite s'était transformé, en quelques minutes, en une scène de boucherie qui allait horrifier l'Europe entière. Comment une architecture conçue pour la protection est-elle devenue le piège mortel d'une mère de 9 enfants? Et comment ce seul crime sanglant hâté-il pu, par un terrible effet domino, faire s'écrouler le trône du roi Louis-Philippe seulement 6 mois plus tard? Avant de franchir le seuil de cette scène de crime historique, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo pour soutenir nos enquêtes sur les secrets les plus sombres de l'aristocratie. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à exhumer ces mémoires effacées. Pour comprendre comment le sang a pu souiller les parquets immaculés de l'hôtel de Praslin, il faut d'abord disséquer l'époque qui a engendré ce monstre. Nous ne sommes pas simplement en 1847, nous sommes au crépuscule de la monarchie de Juillet. C'est une période étrange, hypocrite, où la France est dirigée par Louis-Philippe, le roi bourgeois. À Paris, l'aristocratie ne se définit plus seulement par l'épée, mais par le coffre-fort. Les vieilles familles, ruinées par la Révolution, cherchent désespérément à redorer leur blason, tandis qu'une nouvelle classe de parvenus cherche à acheter, au prix fort, la respectabilité d'un titre. C'est dans ce théâtre d'ombre et d'ambition que se noue le drame. Au sommet de cette pyramide sociale chancelante se tient un homme, Charles-Laure Hugues Théobald, duc de Choiseul-Praslin. Son nom claque comme une bannière de l'Ancien Régime. Il est pair de France, un intime de la cour royale, un homme d'une prestance glaciale, éduqué dans le culte de la retenue et de la supériorité. Théobald est l'incarnation vivante de l'ordre, de la tradition et d'un orgueil démesuré qui ne tolère aucune faiblesse. Pour lui, la vie est une série de devoirs à accomplir, et l'émotion est une vulgarité qu'il faut laisser au peuple. Face à lui, ou plutôt offerte à lui, se trouve Françoise Altaris Rosalba Sebastiani, que l'on appelle Fanny. Elle n'a pas le sang bleu millénaire des Choiseul, mais elle possède quelque chose que la vieille noblesse convoite désespérément: l'or, et en quantité astronomique. Fanny est la fille du maréchal Sebastiani, un militaire corse devenu ministre, figure emblématique de cette nouvelle fortune napoléonienne. Elle est l'antithèse absolue de son futur mari. Là où Théobald est de marbre, Fanny est de feu. Elle est passionnée, vive, et surtout, elle porte en elle une soif d'amour absolue, presque dévorante, nourrie par les romans romantiques de son temps. Leur union, célébrée en 1824, n'était pas une histoire d'amour. C'était, pour le dire crûment, une fusion d'entreprises. Un contrat froidement négocié sur les tapis verts des notaires parisiens. Le duc apportait le prestige d'un nom illustre, permettant à la famille Sebastiani d'entrer par la grande porte dans le Gotha européen. En échange, Fanny apportait une dot colossale, une fortune capable de restaurer les domaines en ruine des Praslin et de financer le train de vie fastueux exigé par leur rang. Sur le papier, c'était le mariage parfait, une alliance stratégique brillante. Mais personne n'avait pris en compte le facteur humain. Personne n'avait prévu que Fanny ne se contenterait pas d'être une banque ambulante ou une simple génitrice d'héritiers. Elle voulait être aimée. Elle voulait que ce grand-duc austère la regarde avec passion. Dès les premiers mois, un malentendu tragique s'installe. Fanny écrit. Elle écrit des centaines de lettres à son mari, parfois depuis la chambre voisine, déversant ses angoisses, ses jalousies, son besoin d'affection. Elle l'inonde de mots, cherchant à briser la glace. Mais Théobald, lui, reste muré dans son silence. Pour cet homme corseté par les conventions,
Les épanchements de sa femme sont non seulement embarrassants, mais répugnants. Il répond par le mépris, par l'évitement, puis par une froideur calculée qui est pire que la haine. Ce n'était pas seulement deux personnes qui ne s'aimaient pas. C'était la collision violente de deux mondes irréconciliables. L'un exigeait le silence et la dignité à tout prix, l'autre criait sa soif d'exister. Et c'est ce déséquilibre fondamental, cette transaction financière déguisée en sacrement, qui a posé la première pierre de l'édifice macabre que nous explorons aujourd'hui. Ils étaient riches, ils étaient puissants, ils étaient enviés de tout Paris. Mais derrière les façades sculptées de leur résidence, le duc et la duchesse avaient déjà commencé à construire, jour après jour, année après année, la prison psychologique qui ne s'ouvrirait que 23 ans plus tard, sous la lame d'un couteau. Le décor était planté pour que l'argent achète le silence. Mais l'histoire allait prouver que certaines dettes ne se règlent que par le sang. Si le mariage de 1824 était le contrat scellant ce pacte faustien, l'hôtel de Praslin, acquis quelques années plus tard, en devint le donjon. Situé au cœur du faubourg Saint-Honoré, ce n'était pas simplement une résidence. C'était un instrument de pouvoir, une forteresse de pierre taillée, conçue pour projeter une image d'unité inébranlable aux yeux du monde, tout en organisant, avec une précision chirurgicale, la séparation intime de ses occupants. Lorsque la famille s'installe au numéro 55, le duc Théobald entreprend des travaux. Et c'est ici, dans les plans de rénovation, que l'on peut lire les prémices du crime comme dans un livre ouvert. Un architecte qui observe ces plans aujourd'hui ne voit pas une maison familiale. Il voit un champ de bataille où les lignes de front ont été tracées au mortier et à la chaux. L'agencement des lieux est d'une sophistication perverse. La vaste demeure est divisée en territoires distincts, presque étanches. D'un côté, les appartements de Madame, situés au rez-de-chaussée, donnant sur le jardin. C'est un espace qui se voulait bucolique, mais qui, par sa position, est vulnérable, isolé du reste de la maison par de longs couloirs et de lourdes portes à double battant. De l'autre, les appartements de monsieur, et surtout, les zones réservées aux enfants et à leurs gouvernantes, situées dans les étages supérieurs, comme pour signifier une hiérarchie physique et morale. Mais le détail le plus glaçant, celui qui transforme cette analyse architecturale en enquête criminelle, réside dans la connexion entre ces deux mondes. Il existait un passage, non pas le grand escalier d'honneur emprunté par les invités lors des bals mondains, mais un escalier dérobé, un corridor de l'ombre, qui reliait directement les appartements du duc à la chambre à coucher de la duchesse. Ce passage avait été conçu, théoriquement, pour l'intimité conjugale, pour permettre au mari de visiter son épouse à l'abri des regards indiscrets de la domesticité. C'était un privilège architectural réservé aux maîtres des lieux. Mais dans le contexte de ce mariage en décomposition, ce couloir a changé de fonction. Il n'était plus un pont vers l'amour, mais un tunnel de contrôle. Il permettait à Théobald de surgir à n'importe quelle heure, ou pire, de ne jamais venir, laissant Fanny attendre dans l'angoisse de l'autre côté de la porte. Les murs de l'hôtel de Praslin, épais de près d'1 mètre par endroit, étaient des chefs-d'œuvre d'isolation pour l'époque. Ils garantissaient que les conversations feutrées du salon ne parviendraient jamais aux oreilles des curieux dans la rue. Mais cette discrétion aristocratique avait un revers terrifiant. Elle rendait la chambre de la duchesse hermétique aux appels au secours. L'architecte avait, sans le savoir, construit une chambre sourde. Si quelqu'un criait à l'intérieur, qui l'entendrait? La disposition des pièces créait un vide acoustique autour de Fanny, une zone tampon occupée par des pièces de service vides la nuit, éloignant les valets et les femmes de chambre juste assez pour que le silence règne en maître. Imaginez la psychologie de cet espace. Fanny vivait dans une cage dorée dont son mari détenait la seule clé véritable. Chaque pièce était une scène de théâtre, où l'on jouait la comédie du bonheur. Mais dès que les rideaux tombaient, la géographie de la maison imposait sa loi. Chacun chez soi, séparé par des abysses de marbre froid. Le duc avait réussi à matérialiser son mépris dans la pierre. Il avait repoussé sa femme aux confins de sa propre maison, la transformant en une étrangère sous son propre toit. Est-ce que l'architecte qui a dessiné ce plan savait qu'il traçait le cheminement d'un futur assassin? Probablement pas.
Mais il a offert à Théobald de Choiseul-Praslin l'arme la plus redoutable qui soit, l'opportunité. L'opportunité de descendre cet escalier secret sans être vu, l'opportunité d'entrer sans frapper, et l'opportunité de refermer la porte sur un crime que personne ne devait entendre. L'hôtel de Praslin n'était pas seulement un lieu de vie fastueux. C'était un piège complexe, un mécanisme d'horlogerie qui attendait patiemment que la haine du duc atteigne son point de rupture pour se refermer sur sa proie. Et au milieu de ce luxe, le silence des murs s'épaississait, complice muet d'une tragédie en marche. Si l'architecture de l'hôtel de Praslin était le squelette de cette tragédie, la décoration intérieure en était la peau, une peau parfumée, poudrée, magnifiquement maquillée, pour dissimuler la gangrène qui rongeait la chair en dessous. Pénétrer dans les salons du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré à cette époque, c'était entrer dans le rêve ultime de la bourgeoisie parisienne, un monde où chaque objet criait la richesse, mais où aucun ne murmurait le bonheur. Le style de l'époque, ce néo-rococo lourd et chargé que l'on associe à la monarchie de Juillet, n'a jamais semblé aussi oppressant qu'ici. Imaginez des pièces saturées de matière, des rideaux de velours cramoisi si épais qu'ils ne laissaient passer ni la lumière du jour, ni le son des voix. Des tapis d'aubusson moelleux qui avalaient le bruit des pas, permettant aux domestiques et aux maîtres de se déplacer comme des spectres. Des boiseries dorées à la feuille, des lustres en cristal de baccarat scintillant de mille feux, et partout, cette surcharge ornementale qui donne le vertige. Mais ne vous laissez pas berner par cet éclat. Ce luxe était froid. C'était un décor de théâtre, posé là pour une représentation sociale perpétuelle. Entrons un instant dans la chambre de la duchesse, le futur épicentre du séisme. C'est une pièce qui ressemble à son occupante, chaotique, sentimentale, encombrée. Fanny avait horreur du vide, sans doute parce que le vide lui rappelait trop l'absence d'amour de son mari. Alors, elle remplissait l'espace. Sa chambre était un amoncellement de bibelots, de vases de sèvres, de petits guéridons couverts de souvenirs, de fleurs séchées et de portraits de ses enfants. C'était un boudoir du désespoir, une tentative pathétique de créer de la chaleur humaine avec des objets inanimés. On dit que l'air y était toujours saturé de parfums forts, comme pour masquer l'odeur de la solitude. À l'opposé, traversons ce fameux couloir secret pour atteindre les appartements du duc. Le contraste est saisissant, presque violent. Ici, tout est ordre, rigueur et austérité martiale. Les meubles sont en acajou sombre, aux lignes droites, sans fioritures inutiles. Pas de fleurs, pas de désordre. C'est l'antre d'un homme qui contrôle tout, qui classe ses émotions comme il classe ses dossiers. Cette froideur décorative était le reflet exact de son âme. Le duc vivait dans un mausolée de son vivant, un espace où la spontanéité n'avait pas droit de cité. Mais le détail le plus crucial de cet inventaire, l'objet qui mérite toute notre attention d'enquêteur, est un simple cordon. Dans chaque pièce, et particulièrement à la tête du lit de la duchesse, pendaient de lourds cordons de passementerie reliés à un système de sonnettes. C'était la technologie de pointe de l'époque, l'ancêtre de l'interphone. Une simple traction, et une clochette tintait dans l'office des domestiques, à des dizaines de mètres de là. Ce système était censé être le garant du confort absolu. Le moindre désir de madame était un ordre. Mais dans la nuit du 17 août, ce cordon allait devenir le symbole le plus cruel de son impuissance. L'enquête révélera plus tard que ce fil de vie, ce lien ténu avec le monde extérieur, avait été saboté, coupé ou rendu inopérant. L'intérieur de l'hôtel de Praslin était donc une illusion parfaite. Les fauteuils profonds invitaient à la conversation, mais personne ne se parlait. Les cheminées monumentales en marbre brûlaient des bûches de chêne, mais ne réchauffaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre les époux. La richesse agissait comme un isolant. Plus il y avait de dorures, plus il y avait de couches de tissu et de tapisserie, plus la réalité était étouffée. C'était une bonbonnière empoisonnée. Tout était conçu pour le plaisir des sens, mais l'atmosphère était irrespirable. Les domestiques eux-mêmes témoignèrent plus tard d'une ambiance lourde, d'une tension électrique qui flottait dans ces galeries de glace. On marchait sur la pointe des pieds, on chuchotait, comme si l'on veillait un mort avant même que le crime n'ait lieu. Ce n'était pas une maison faite pour la vie, c'était un écrin magnifique et terrifiant, prêt à recevoir son cadavre.
Vue de la rue, à travers les grilles en fer forgées du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, la vie des Choiseul-Praslin avait l'éclat pur du diamant. Aux yeux du tout Paris, ils incarnaient l'idéal de la réussite aristocratique sous la monarchie de Juillet. Lui, le père de France, conseiller écouté du roi, homme de devoir et de tradition. Elle, la mère dévouée, figure de charité, donnant naissance à 9 enfants, assurant ainsi la pérennité d'une lignée illustre. C'était une mise en scène magistrale. Chaque sortie en calèche au bois de Boulogne, chaque apparition dans la loge de l'Opéra était chorégraphiée pour maintenir cette illusion. Le duc, toujours impeccable dans sa redingote sombre, saluait avec cette raideur distinguée qui force le respect. La duchesse, couverte de dentelles et de bijoux, souriait, jouant son rôle de parfaite maîtresse de maison. Mais franchissez le seuil, et la lumière change. À l'intérieur, la vie quotidienne était une guerre froide, un siège silencieux et interminable. Les dîners à l'hôtel de Praslin étaient réputés pour la qualité des mets, mais redoutés pour leur atmosphère. Imaginez une table immense, dressée avec l'argenterie aux armes des Choiseul. À une extrémité, le duc, muré dans un silence glacial, ou ne parlant que de politique avec ses voisins. À l'autre extrémité, à des mètres de distance, Fanny, tentant désespérément d'attirer son regard, parlant trop fort, riant trop fort, sa nervosité trahissant son angoisse. Les invités, l'élite politique et littéraire de l'époque, sentaient cette tension électrique. Ils mangèrent vite, gênés par le spectacle de ce couple qui se décomposait sous leurs yeux. On disait que le froid qui régnait à cette table pouvait geler le vin dans les verres. Pourtant, le rouage le plus complexe de cette machine à illusion était l'armée de domestiques qui faisait tourner la maison. Dans une demeure de cette taille, l'intimité n'existe pas. Les valets, les femmes de chambre, les cuisiniers, les cochers, ils voyaient tout, ils entendaient tout. Et tragiquement, ils avaient pris parti. L'hôtel de Praslin était divisé en 2 camps rivaux, miroirs de la haine de leur maître. Il y avait le clan du duc, fidèle, silencieux, méprisant les excès émotionnels de la duchesse. Et il y avait le clan de la duchesse, ces femmes de chambre qui la voyaient pleurer chaque soir, qui ramassaient les lettres froissées qu'elle n'osait pas envoyer et qui la plaignaient. La maison était un nid d'espions. Chaque soupir, chaque dispute étouffée derrière une porte close était rapportée, analysée et commentée dans les cuisines. Le secret de famille était en réalité le secret le moins bien gardé de Paris. Et puis, il y avait les enfants, 9 héritiers. Pour le duc, ils étaient des preuves vivantes de sa virilité et de son devoir accompli, des pions sur l'échiquier dynastique. Pour Fanny, ils étaient ses seuls alliés, sa seule raison de ne pas sombrer dans la folie. Elle les aimait d'un amour possessif, étouffant, terrifiée à l'idée qu'on les lui enlève. L'hypocrisie de cette vie atteignait son paroxysme lors des étés passés au château de Vaux-le-Vicomte, le joyau ancestral de la famille. Là-bas, loin des distractions de Paris, dans ce chef-d'œuvre de Le Nôtre et Le Vau qui inspira Versailles, la famille se retrouvait en huis clos. L'isolement de la campagne agissait comme une loupe, grossissant chaque défaut, chaque rancœur. On raconte que la duchesse errait parfois seule dans les immenses jardins à la française, hurlant sa douleur aux statues de pierre, tandis que le duc, indifférent, partait chasser dans les bois, fuyant la présence de cette femme qui l'insupportait physiquement. Cette façade parfaite tenait par miracle, cimentée par la peur du scandale et la pression sociale. Le duc de Praslin aurait tout fait pour préserver son nom. Il était prêt à vivre en enfer pourvu que les voisins croient qu'il était au paradis. Mais cette structure rigide, bâtie sur le mensonge, était devenue trop fragile. Il ne manquait qu'un élément perturbateur, un catalyseur, pour faire exploser ce fragile équilibre. Et cet élément allait bientôt franchir la porte de service sous les traits d'une gouvernante aux yeux intelligents et à l'ambition dévorante. L'illusion touchait à sa fin. Dans cette poudrière émotionnelle qu'était devenue l'hôtel de Praslin, il ne manquait qu'une étincelle pour tout faire sauter. Cette étincelle arriva en 1841, sous les traits modestes d'une institutrice, mademoiselle Henriette Delusy-Desportes. Elle n'avait ni la fortune de la duchesse, ni son rang. Elle n'était même pas considérée comme une beauté classique,
selon les canons de l'époque. Mais Henriette possédait des armes bien plus redoutables. Une intelligence acérée, une culture raffinée et une capacité de manipulation psychologique hors du commun. Elle entra dans la maison par la petite porte de service, engagée pour éduquer les enfants, mais très vite, elle allait s'emparer des clés du royaume. C'est ici que se forme le triangle du diable. D'un côté, nous avons Fanny, la mère légitime, devenue une figure hystérique, dévorée par l'angoisse et les médicaments, ses crises de larmes effrayant ses propres enfants. De l'autre, Henriette, le calme incarné, la figure d'autorité rassurante, celle qui apporte l'ordre et la discipline que le duc chérit tant. Théobald trouve en la gouvernante ce qu'il a toujours cherché, une égale intellectuelle. Très vite, les soirées changent de géographie. Le duc ne descend plus dîner avec sa femme. Il préfère passer ses soirées dans les étages supérieurs, dans la salle d'études, à boire du thé et à discuter politique ou littérature avec Henriette, entouré de ses enfants qui, peu à peu, commencent à appeler la gouvernante maman dans leur cœur. Imaginez la violence de cette substitution. Fanny n'est pas seulement trompée, elle est effacée. Elle devient une étrangère dans sa propre maison, une intruse qui dérange l'harmonie parfaite construite par son mari et l'institutrice. On assiste à une inversion totale des rôles. La domestique devient la maîtresse de maison de facto, et la duchesse est reléguée au rang de nuisance qu'on tolère à peine. Les lettres de Fanny de cette période sont déchirantes. Elles ne sont plus seulement tristes, elles sont terrifiées. Elle écrit « On me vole mes enfants, on me vole mon nom, on me vole ma vie ». Elle supplie Henriette de partir, elle supplie son mari de la regarder, mais en réponse, elle ne reçoit que le mépris. Le duc et la gouvernante forment un front uni, la traitant comme une folle, une déséquilibrée dont il faut se protéger. C'est ce que l'on appellerait aujourd'hui du gaslighting à un niveau aristocratique. Ils la poussent délibérément à bout pour justifier leur propre cruauté. Mais Paris est un village, et les murs de l'hôtel de Praslin ont des oreilles. La rumeur enfle. On murmure dans les salons que le duc de Praslin vit en concubinage avec la gouvernante sous le toit conjugal. On dit que la duchesse est prisonnière. Le scandale, cette bête noire que Théobald craignait tant, commence à gratter à la porte. La situation devient intenable en 1847. Le père de Fanny, le vieux maréchal Sébastiani, figure puissante et respectée, décide d'intervenir. Il ne supporte plus de voir sa fille humiliée, maigre, l'ombre d'elle-même. Il pose un ultimatum brutal au duc. Soit cette femme part, soit je brise votre carrière et je demande la séparation de corps. Pour un homme comme Théobald, obsédé par son image publique, la menace d'un divorce public est pire que la mort. Contraint et forcé, la rage au ventre, le duc doit céder. Henriette de Luzy est renvoyée en juillet 1847. Mais ce départ, qui aurait dû ramener la paix, va avoir l'effet inverse. Pour le duc, ce n'est pas une résolution, c'est une amputation. Il se sent humilié par sa femme et son beau-père. Il tient Fanny pour responsable de la perte de la seule femme qui le comprenait. La gouvernante a quitté les lieux, mais son fantôme hante encore les couloirs. Avant de partir, elle aurait glissé au duc des mots qui résonnent comme une sentence. « Il n'y a pas de place pour nous deux sur cette terre tant qu'elle sera là ». L'été 1847 seconde installe sur Paris, lourd et orageux. La maison est vide de l'intruse, mais pleine de haine. Fanny croit avoir gagné une bataille. Elle pense pouvoir reconquérir son mari maintenant que la rivale est partie. Elle se trompe lourdement. En forçant le départ d'Henriette, elle n'a pas sauvé son mariage. Elle a armé le bras de son bourreau. Le tampon qui séparait la haine du duc de la vie de la duchesse a disparu. Ils sont désormais seuls, face à face, dans cette forteresse de pierre, et le compte à rebours final a commencé. La journée du 17 août 1847 secondes était déroulée dans une normalité trompeuse. Le couple était rentré d'un dîner chez le père de Fanny, le maréchal Sébastiani. Dans la voiture qui les ramenait au faubourg Saint-Honoré, le silence était lourd, mais pour Fanny, c'était un silence d'espoir. Elle pensait que le départ de la gouvernante marquait un nouveau départ. Elle ignorait que son mari,
assis à quelques centimètres d'elle dans l'obscurité de la calèche, ne voyait plus en elle une épouse, mais un obstacle absolu qu'il fallait éliminer. La nuit tombe sur l'hôtel de Praslin. Les domestiques éteignent les lustres, ferment les lourds volets. La maison s'endort. Fanny se retire dans sa chambre, ce sanctuaire encombré de souvenirs. Elle boit sa tisane, lit peu, être quelques pages, et s'endort, bercée par l'illusion de la sécurité que procurent les murs de sa propre maison. Mais dans l'aile opposée, la lumière de Théobald ne s'éteint pas. Vers 4 heures du matin, alors que Paris est plongé dans le noir le plus total, le duc se lève. Il ne porte pas sa tenue de nuit habituelle. Il s'arme, et le choix de ses armes est révélateur. Un pistolet chargé et un grand couteau de chasse, fraîchement aiguisé. Ce n'est pas l'arsenal d'un homme qui a peur des voleurs, c'est l'arsenal d'un homme qui part à la guerre. Il emprunte ce fameux escalier dérobé, ce pont architectural conçu pour l'amour, qui devient ce soir-là le couloir de la mort. Il connaît chaque marche qui craque, chaque tournant. Il arrive devant la porte de sa femme. Il entre. Ce qui se passe ensuite défie l'imagination par sa sauvagerie. Ce n'est pas un assassinat propre, clinique, comme on pourrait l'attendre d'un homme de sa retenue. C'est une explosion de fureur animale. Le duc attaque sa femme dans son sommeil. La première blessure est portée à la gorge. Une tentative d'égorgement pour la faire taire immédiatement. Mais Fanny se réveille. Et contre toute attente, cette femme que l'on disait fragile, dépressive, trouve une force surhumaine. Elle se bat. Elle lutte pour sa vie. L'analyse forensique de la chambre racontera plus tard l'histoire terrible de ce combat. Il y a du sang partout. Sur les rideaux, sur les murs, sur les livres, imprimant la marque sanglante d'une main qui cherche désespérément de l'aide. Fanny tente d'attraper la lame du couteau à main nue. Ses doigts sont profondément entaillés. Elle tente de fuir vers la porte du couloir, mais il la rattrape. Elle tente d'atteindre le cordon de la sonnette, ce lien de vie dont nous avons parlé. Elle parvient à tirer dessus, déclenchant cette sonnerie frénétique qui réveillera la maison avant que le cordon ne soit arraché ou coupé. Voyant que le couteau ne suffit pas, que sa femme refuse de mourir, le duc change d'arme. Il saisit son pistolet, non pas pour tirer, le bruit serait trop fort, mais pour l'utiliser comme une massue. Il frappe le visage de la mère de ses enfants avec la crosse en bois et en métal, avec une telle violence que la crosse se brise. Quand les domestiques, alertés par les cris et la sonnette, arrivent enfin devant les portes de la duchesse, ils les trouvent verrouillées de l'intérieur. Ils entendent les derniers râles, les bruits de lutte qui s'estompent. Ils tambourinent, ils hurlent. Puis, le silence retombe. Un silence de mort. Quelques instants plus tard, une porte s'ouvre. Mais ce n'est pas celle de la chambre. C'est la porte du jardin. Le duc de Choiseul-Praslin apparaît, feignant d'accourir de l'extérieur. Il joue la comédie de la panique. Qui a-t-il? Que se passe-t-il? Demande-t-il à ses valets terrifiés. Il ordonne qu'on ouvre les portes, qu'on aille chercher un médecin. Lorsqu'on pénètre enfin dans la chambre, la vision est insoutenable. La duchesse gît au sol, la tête presque détachée du tronc. Elle a reçu plus de 30 coups de couteau. 30. Ce chiffre est capital. Il signe l'acte. Un voleur donne un coup et s'enfuit. Un tueur à gages tire une balle. 30 coups de couteau, c'est une œuvre de passion, de haine accumulée pendant 20 ans. C'est comme si le duc avait voulu tuer non seulement la femme, mais le mariage, le passé, et chaque minute vécue avec elle. Le médecin arrive, mais il n'y a plus rien à faire. La duchesse expire vers 5 heures du matin. Au milieu de ce carnage, le duc se tient debout, taché de sang, prétendant avoir essayé de soulever sa femme mourante. Mais personne n'est dupe. Les domestiques baissent les yeux, non par respect, mais par effroi. Ils savent. L'odeur du sang se mêle à l'odeur du mensonge. Le soleil se lève sur le faubourg Saint-Honoré, éclairant une scène qui marquera la fin d'un monde. Le crime est consommé, mais le châtiment, lui, ne fait que commencer. Dès les premières heures de l'enquête, la maladresse du duc s'est révélée aussi flagrante que sa cruauté. Pour un homme habitué à la complexité des intrigues de cour, sa tentative de camoufler le crime en cambriolage était d'une incompétence pathétique. Les policiers, menés par le chancelier Pasquier, n'ont pas mis longtemps à déconstruire le scénario.
Les fenêtres étaient intactes. Les verrous étaient fermés de l'intérieur. Et surtout, les preuves matérielles hurlaient la culpabilité de Théobald. On retrouva le pistolet à la crosse brisée, maculé de sang et de cheveux de la victime, caché à la hâte. On retrouva ses vêtements tachés qu'il avait tenté de brûler incomplètement dans sa cheminée. Et, détail sordide mais révélateur, on repêcha le poignard dans la fosse d'aisance de la maison. L'arme du crime, symbole de la noblesse d'épée, finissant dans les excréments. L'image parfaite de la déchéance morale que la France s'apprêtait à juger. Mais c'est à cet instant précis que le fait divers sanglant s'est métamorphosé en scandale d'État. Selon les lois de l'époque, un pair de France ne pouvait être arrêté comme un citoyen ordinaire. Il jouissait d'une immunité quasi totale, alors que n'importe quel autre meurtrier aurait été traîné fers aux pieds à la conciergerie. Le duc de Praslin, lui, fut autorisé à rester chez lui, dans son hôtel, sous surveillance. Cette décision fut l'erreur fatale du régime. Dehors, le faubourg Saint-Honoré n'était plus une rue élégante, c'était devenu une poudrière. La nouvelle du massacre s'était répandue comme une traînée de poudre dans les faubourgs ouvriers de Paris. Une foule immense, grondante, s'amassa devant les grilles du numéro 55. On n'entendait pas des pleurs pour la duchesse, mais des cris de rage contre le privilège. À bas les assassins. Justice pour tous. La populace voyait enfin ce qu'on lui cachait, la pourriture cachée sous le velours de l'élite dirigeante. Dans les couloirs du palais des Tuileries, le roi Louis-Philippe tremblait. Il comprenait que ce sang versé éclaboussait son trône. Si un duc, pilier de sa monarchie, pouvait égorger sa femme et bénéficier de la clémence des lois, alors tout le système était illégitime. Le 20 août, sentant l'étau se resserrer et le scandale devenir incontrôlable, Théobald de Choiseul-Praslin posa son dernier acte de lâcheté. Il avala une fiole d'arsenic. Qui lui a fourni le poison? C'est l'un des grands mystères de cette affaire. Beaucoup d'historiens pensent que les autorités ont délibérément fermé les yeux, préférant un duc mort à un procès public qui aurait déballé le linge sale de l'aristocratie devant le peuple. On a suicidé le problème pour tenter de sauver la monarchie. L'agonie du duc dura 4 jours. 4 jours de souffrances atroces, de vomissements et de convulsions, durant lesquels les magistrats tentèrent désespérément d'obtenir des aveux. Mais jusqu'à son dernier souffle, Théobald resta fidèle à son arrogance. À la question « Avez-vous tué votre femme ?» il répondit avec un mépris glacial. « Je n'ai pas la force de répondre à de telles accusations. » Il emporta son secret dans la tombe le 24 août 1847, sans un mot de remords, sans une larme pour Fanny. Mais sa mort n'apaisa rien. Au contraire, elle priva le peuple de sa justice. La foule eut le sentiment qu'on lui avait volé le coupable. Victor Hugo, témoin de son temps, écrivit prophétiquement que ce crime était l'un de ces faits sinistres qui font que la société tremble. L'hôtel de Praslin n'était plus seulement une scène de crime. C'était le symbole de l'impunité des riches. 6 mois plus tard, en février 1848, les barricades s'élevaient dans tout Paris. Le peuple, nourri par la faim et par la haine de cette élite corrompue, incarnée par Praslin, renversa Louis-Philippe. La Deuxième République fut proclamée. On peut dire sans exagérer que la monarchie de Juillet est morte dans la chambre à coucher de la duchesse de Praslin. C'est l'ironie suprême de l'histoire. Un coup de poignard donné dans l'intimité d'une alcôve a fini par trancher la tête d'un régime tout entier. Le sang de Fanny a servi d'encre pour écrire la fin d'une époque. Lorsque la fumée de la Révolution de 1848 secondes est dissipée et que la Deuxième République a pris ses marques sur les ruines de la monarchie, le monde a tourné la page. L'histoire politique avançait, mais pour les survivants de l'hôtel de Praslin, le temps s'était arrêté à cette nuit d'août. Le premier volet de cet héritage maudit concerne les victimes les plus innocentes et les plus oubliées de cette affaire, les 9 enfants du couple. Imaginez leur traumatisme. En l'espace d'une semaine, ils ont perdu une mère, massacrée dans la chambre voisine, et un père, suicidé par le poison. Ils ne sont pas devenus de simples orphelins. Ils sont devenus les orphelins de la honte. Porter le nom de Praslin, jadis synonyme de gloire, était devenu une marque d'infamie, une tache indélébile.
La famille fut démembrée avec la même brutalité que le corps de la duchesse. Les enfants furent séparés, confiés à des tuteurs, dispersés pour tenter de les soustraire à la curiosité morbide du public. La fortune colossale des Sébastiani et des Choiseul servit à payer les dettes, mais elle ne pouvait acheter l'oubli. Ces enfants ont grandi avec le poids écrasant d'un secret de famille public, hantés par l'idée que le sang de la folie coulait peu, être aussi dans leurs veines. Mais qu'est-il advenu du troisième angle de notre triangle tragique? Qu'est-il arrivé à mademoiselle Henriette de Luzy, la gouvernante, la catalyseuse du drame? Son destin est l'un des pieds de nez les plus cyniques de l'histoire. Arrêtée au lendemain du meurtre, jetée à la prison de la Conciergerie, elle a subi des interrogatoires impitoyables. La foule réclamait sa tête, la voyant comme la Lady Macbeth qui avait armé le bras du duc. Mais la justice, aussi imparfaite soit-elle, doit se baser sur des preuves. Et il n'y en avait aucune. Aucune preuve qu'elle ait tenu le couteau, aucune preuve qu'elle ait ordonné le crime. Elle était moralement responsable, peut être, mais pénalement intouchable. Elle fut libérée le 17 novembre 1847, faute de preuves. Mais la France lui était interdite de fait. Elle était la femme la plus haïe du pays. Alors Henriette a fait ce que font ceux qui veulent renaître. Elle est partie en Amérique. C'est là que l'histoire prend une tournure presque romanesque. L'ancienne gouvernante, traînée dans la boue à Paris, s'est réinventée à New York. Elle a épousé un pasteur respecté, Henry Field. Elle est devenue une figure de la bonne société américaine, pieuse, admirée, effaçant méticuleusement son passé. Elle a vécu jusqu'en 1875, mourant paisiblement dans son lit, entourée de respect. Quelle ironie mordante! La duchesse Fanny, qui ne demandait que l'amour et la paix, a fini égorgée à 40 ans. L'intrigante Henriette, qui avait brisé un foyer, a obtenu la longue vie bourgeoise et respectable dont Fanny rêvait. C'est peu, être cela, la véritable injustice de l'affaire Praslin. Des années plus tard, sa petite nièce par alliance, Rachel Field, écrira un best-seller sur sa vie, All This and Heaven Too. L'étrangère, transformant la manipulatrice en héroïne romantique, achevant de brouiller la vérité historique. Et la maison? Le théâtre de pierre? Après le drame, l'hôtel de Praslin a subi le sort des maisons maudites. Il a été vidé. Une vente aux enchères a dispersé les biens de la famille. Les meubles, les tableaux, l'argenterie, tout ce qui constituait le décor de cette vie faussement parfaite a été vendu au plus offrant. C'était une curée. Les Parisiens venaient acheter un chandelier ou une chaise non pas pour leur valeur artistique, mais pour posséder un morceau du scandale du siècle. Chaque objet emporté était un fragment de la mémoire familiale qui s'effaçait. La demeure elle-même a perdu son âme. Elle a changé de main, changé de fonction, comme si les nouveaux propriétaires voulaient laver les murs de leur mémoire sanglante. La disposition des pièces a été modifiée, les passages secrets murés, les tapisseries tachées brûlées, l'architecture a survécu, mais l'esprit des lieux a été exorcisé par le marteau des commissaires-priseurs et la truelle des maçons. Au tournant du XXe siècle, il ne restait de l'affaire Praslin que des dossiers poussiéreux dans les archives de la police et une légende noire que les vieilles familles se racontaient à voix basse. Le système aristocratique que le duc voulait protéger s'était effondré, ses enfants étaient des étrangers les uns pour les autres, et sa maison n'était plus qu'une coquille vide. Le grand siècle des Choiseul s'était terminé non pas dans un feu d'artifice, mais dans une vente de garage morbide. Si vous vous rendez aujourd'hui au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, ne cherchez pas une plaque commémorative, ne cherchez pas un musée sombre, invitant les touristes à frissonner devant le lit du crime. Vous ne trouverez rien de tout cela. À la place, vous trouverez des hommes en uniforme, des drapeaux tricolores claquant au vent et des barrières de sécurité infranchissables. Le destin final de l'hôtel de Praslin est sans doute le chapitre le plus ironique de cette saga. Après la tragédie, après la dispersion de la famille et la vente des meubles, la demeure a connu plusieurs vies, passant de main en main, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par l'entité même qui est née sur les cendres du scandale, l'État français. En 1873, la République, cherchant à agrandir le palais de l'Élysée tout proche, acquiert l'ancien hôtel de Sébastiani Praslin. La maison du crime est absorbée.
digérée par le palais présidentiel. Elle devient une annexe du pouvoir. C'est là le paradoxe suprême. Le lieu qui a précipité la chute de la royauté est devenu l'un des organes vitaux de la République. Mais pour transformer une scène de crime en bureau de la présidence, il a fallu procéder à une opération chirurgicale architecturale. Il a fallu laver l'histoire. L'intérieur de l'hôtel a été radicalement remanié. Les architectes de l'État sont passés par là avec leur plan rationnel et leur goût pour la grandeur républicaine. La disposition labyrinthique qui avait permis au duc de surprendre sa femme a été effacée. Les cloisons ont été abattues, les couloirs élargis, les escaliers dérobés condamnés ou détruits. On a fait entrer la lumière, non pas pour éclairer la vérité, mais pour chasser les fantômes. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de localiser avec certitude l'emplacement exact de la chambre de la duchesse Fanny. La topographie du meurtre a été dissoute dans la bureaucratie. Là où une femme a hurlé à la mort en tirant sur une sonnette sabotée, il y a peu, être aujourd'hui le bureau feutré d'un conseiller technique, une salle de réunion où l'on décide du budget de l'État ou un salon d'attente pour les dignitaires étrangers. Imaginez un instant un haut fonctionnaire travaillant tard le soir dans cette aile du palais. Il marche sur des parquets qui ont remplacé ceux tachés de sang. Il regarde par les mêmes fenêtres donnant sur le jardin, ignorant que c'est par cette porte-fenêtre que le duc a faim de découvrir le corps. L'administration a aseptisé le drame. L'odeur du sang a été remplacée par l'odeur de la cire et des dossiers. Cette disparition est une seconde violence faite à la duchesse. Non seulement sa vie lui a été volée, mais le lieu même de son martyre lui a été confisqué par l'histoire officielle. Il n'y a pas de fantôme à l'Élysée, dit-on, car la République est laïque et rationnelle. Mais la vérité est que l'architecture a été complice d'une amnésie organisée. Cependant, pour l'œil averti, pour l'archéologue de la mémoire, la structure extérieure demeure. La façade sur la rue, bien que remaniée, conserve cette arrogance de pierre du XIXe siècle. Les murs sont toujours là, témoins muets qui ont vu le cercueil de Fanny sortir sous les huées de la foule. Pourquoi cette volonté d'effacement? Pourquoi Paris, ville qui adore marquer chaque coin de rue d'une plaque « Ici vécu », a-t-elle rendu l'hôtel de Praslin anonyme? Parce que ce n'est pas une histoire de héros, c'est une histoire de honte. C'est le rappel constant que sous le vernis de la civilisation française la plus raffinée, la barbarie est toujours possible. L'hôtel de Praslin n'est pas devenu une ruine romantique envahie par le lierre, comme tant d'autres châteaux déchus. Il a subi un sort plus froid. Il a été normalisé. Il a été intégré au décor du pouvoir. Il est là, sous nos yeux, invisible à force d'être officiel. C'est le triomphe final du duc Théobald. Le silence qu'il désirait tant, ce silence absolu et respectable, règne désormais en maître dans sa maison, protégé par la garde républicaine. La boucle est bouclée. Le cri de Fanny a été étouffé une dernière fois, non pas par une main gantée, mais par la raison d'État. Ainsi se referme le dossier de l'hôtel de Praslin. Nous avons commencé cette enquête par un cri dans la nuit, et nous la terminons face au silence imposant des institutions. En traversant les couches de l'histoire, nous avons découvert que le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré n'était pas seulement une résidence aristocratique. C'était une expérience sociale ratée, une tentative désespérée de construire le bonheur avec des pierres froides et des contrats notariés. Le duc Théobald croyait que l'architecture pouvait endiguer les émotions, que des murs épais pouvaient contenir la haine et que des escaliers secrets pouvaient compartimenter la moralité. Il s'est trompé. La leçon brutale que nous enseigne cette tragédie est que le vieux monde, avec son obsession pour l'apparence et le rang, portait en lui les germes de sa propre destruction. On ne peut pas bâtir une dynastie sur le mépris. On ne peut pas acheter la paix domestique avec de l'argenterie et des domestiques. La richesse des Choiseul-Praslin, au lieu d'être un bouclier, est devenue le carburant de l'incendie. Elle a isolé les époux dans une tour d'ivoire, où la folie a pu fermenter à l'abri des regards, jusqu'à l'explosion finale. Fanny, la duchesse mal-aimée, est la véritable martyre de cette histoire. Son héritage n'est pas dans les livres de contes de la famille, mais dans l'impact sismique de sa mort. Sans le savoir, par son agonie, elle a accompli ce que des milliers de révolutionnaires peinaient à faire.
Elle a arraché le masque de vertu de la monarchie. Son sang a prouvé au peuple que ceux qui les gouvernaient n'étaient pas des dieux, mais des hommes faillibles, cruels et corrompus. Aujourd'hui, alors que les voitures officielles entrent et sortent de ce périmètre sécurisé, une question obsédante demeure. Avons-nous vraiment changé? L'hôtel de Praslin a été nettoyé. Intégré à la République, ses fantômes murés derrière le plâtre frais de l'administration. C'est peu. Être la fonction ultime de l'architecture du pouvoir. Absorber les tragédies pour mieux les faire oublier. Mais nous, archéologues de la mémoire, nous savons. Nous savons que sous les ors de la République, il y a la cicatrice invisible d'une femme qui voulait simplement être aimée. L'histoire ne se répète pas, elle rime. Les scandales d'hier résonnent avec ceux d'aujourd'hui. L'impunité des puissants change de forme, mais pas de nature. Si cette plongée dans les ténèbres du faubourg Saint-Honoré vous a touché, si vous pensez que ces histoires oubliées méritent d'être exhumées pour que la vérité ne soit jamais totalement prescrite, je vous invite à soutenir notre travail. Abonnez-vous, partagez cette enquête et dites-moi en commentaire, quel autre monument muet devrions-nous faire parler? Quelle autre façade cache un secret qui pourrait faire trembler l'histoire? Je suis le gardien de ces archives et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle autopsie du passé.